vous parler des livres dont vous êtes le héros, avec un titre volontairement provocateur, hein, un engagement à créativité limitée, ce qui n'est pas tellement sexy. On me l'a reproché sur les forums. Donc je vais commencer par délimiter le périmètre du sujet, parce qu'il va bien falloir que je vous explique un moment pourquoi je vous parle de livre-jeu dans un colloque sur le jeu de rôle. Et en plus, ça va me donner des entrées pour le cœur du sujet, qui est l'engagement du lecteur-joueur dans cette fiction interactive. Enfin bref. Et puis si j'ai 20 minutes à la fin, je vous parlerai peut-être de l'engagement de la communauté, mais c'est pas évident. Donc, petit exemple tiré de l'épée du samouraï. Voilà à quoi ressemble un livre de Odette Luro pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est donc voilà. On est un samouraï, on doit aller chercher l'épée qu'un démon a volée à notre seigneur. Et donc on nous demande, est-ce que vous voulez aller au nord, rendez-vous au 10, ou est-ce que vous voulez aller à l'est, rendez-vous au 29. Et puis après on va lire le paragraphe suivant. Donc ce court exemple permet de faire ressortir quelques caractéristiques. Alors déjà, c'est de la littérature écrite. Hein. On voit bien que ça ressemble beaucoup à un roman sur la forme. C'est ergodique, ça veut dire qu'on va faire du travail pour trouver le chemin. C'est combinatoire, ça veut dire que chaque paragraphe, on va agencer au cours de la lecture les paragraphes dans un certain ordre, et à chaque lecture, chaque personne va les agencer différemment, donc on va faire une combinaison, avec aussi le côté mathématique que ça peut avoir. On a du paratexte, donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la fiction. Quand on vous dit « désirez-vous », alors déjà, quand on vous dit « désirez-vous aller vers l'ouest », on vous fait participer à la construction de la fiction de manière explicite, donc c'est de la métafiction. Et puis, c'est du paratexte, un rendez-vous au 10, ça ne fait pas partie de la fiction en elle-même. C'est quelque chose, c'est une annotation, mais qui est noyée dans le texte. Et j'ai oublié un mot-clé qui est lacunaire. Hein. Ça veut dire que, voilà, si vous lisez si jamais on met les paragraphes qu'on parcourt les uns derrière les autres en supprimant le paratexte, il va manquer des choses. Et les choses, c'est le lecteur-joueur qui va les faire, donc il va combler ces lacunes. Donc il y a une créativité du lecteur-joueur sur ce côté-là. Alors c'est le truc le plus impossible avant le petit déjeuner, pour reprendre l'expression connue, hein, dans le sens où voilà, il y a des gens ici, on a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la création de l'univers ni rien. Enfin, c'est les lecteurs-joueurs, il y en a des millions. Hein. Les ventes au niveau mondial pour les best-sellers, ça se chiffre en millions. On les met sur des rails et ils aiment ça. Voilà. Et, par contre, on peut quand même essayer de transposer un certain nombre de choses du jeu de rôle dans les livres-jeux. Alors, on ne va pas parler évidemment de contrat social, puisqu'on est tout seul face à notre livre ou face à notre tablette. On va plutôt parler de contrat de lecture. Donc, le contrat de lecture, ça va se caractériser par un titre, une illustration, un nom de collection, un quatrième de couverture. Donc, le joueur va attendre quelque chose du livre, de l'auteur. Donc, une attente, on va dire, appelée littéroludique, hein, puisque c'est un livre-jeu. Mais dans les deux activités, jeu de rôle ou livre-jeu, il y a des gens qui vont aimer relever des défis, d'autres pas. Il y en a qui vont aimer faire des choix impliquant un positionnement moral. Il y a un droit de rêver, le fait de rentrer dans un univers. Et quelque part, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de brainstorm, puisque à chaque fois qu'on va poser une question au lecteur-joueur, il va s'imaginer plein de choses, il va y mettre des hypothèses. Donc on ne va pas parler de Maelstrom parce que le gars il est tout seul, mais voilà. On peut retrouver des choses comme ça. On peut essayer de transposer des concepts. Alors, pas vraiment un historique, mais en fait on peut avoir deux lignes d'origine. Il y a la littérature que j'ai appelée expérimentale, hein, c'est moi qui appelle ça comme ça, dans le sens où il y a des gens qui ont essayé des choses. Alors il y a l'école argentine, Borges et Cortázar. Les Français avec l'Oulipo, hein, Raymond Queneau. Et puis de l'autre côté, il y a les jeux de simulation, notamment les jeux de rôle. Donc on va surtout s'intéresser aux dates en gras. 1969, qu'on considère comme étant le premier livre-jeu, vraiment un jeu, c'est Sugarcane Island, qui est le premier, en fait, qui inauguré une collection qui s'appelait Adventure of You, hein, donc c'est toi l'aventurier. Qui va devenir plus tard Choose Your Own Adventure, qui est CYOA, c'est qui est utilisé pour désigner de manière générique chez les anglo-saxons, nous on dit livre dont vous êtes le héros, un nom de collection qui devient un terme général. Eux c'est Choose Your Own Adventure, donc qui à mon avis n'est pas vraiment un livre-jeu, mais ça on verra un peu plus tard. Et sinon 1976, donc Buffalo Castle d'Eric Loomis, qui est un scénario solo, de jeu de rôle, mais scénario solo.
pour Tunnel and Trolls. Et puis donc 1982, Le Sorcier de la Montagne de Feu, donc les livres dont vous êtes le héros les plus connus en France. Et également le Donjon de l'Effroi, qui est le Donjons et Dragons, les aventures solo. Là. À côté de ça, donc on voit aussi, j'ai mis de l'informatique, la littérature numérique, donc les premières dates en rouge, là c'est un peu la naissance de l'hypertexte, hein, donc on retrouve Ted Nelson qui avait été cité précédemment. Et donc en 1987, les premiers romans distribués sur CD, vraiment hypertextuels. Et puis il y a un petit truc qui se balade qui est tout seul, ouvrage didactique, hein, c'est un ouvrage sur l'arithmétique des ordinateurs, qui a aussi une forme similaire au livre dont vous êtes le héros, où en fait on pose une question, puis si vous pensez que la réponse est ça, allez à tel endroit. Donc si on a bon, on consolide la connaissance, et si on n'a pas bon, on corrige. Mais alors clairement pour les jeux de rôle, enfin pour les livres-jeux que je pense que la majorité connaissent ici, ça vient du jeu de rôle. Ça, il y en a plusieurs confirmations. Et par exemple, s'il fallait donner un exemple, là, je vais vous lire ce qui était écrit par Gallimard. Donc Steve Jackson et Ian Livingstone, parmi leurs jeux préférés, la grande trilogie des jeux électroniques, RunQuest, Donjons et Dragons et Traveler. Voilà. Alors, il y a tout un tas de jeux qui partagent un certain nombre de mécanismes. Donc, alors là, ce qui est en bleu, c'est plus ou moins le périmètre que j'ai décidé d'étudier, mais alors, je ne suis pas sûr de m'y être tenu. Et puis, enfin, bon, c'était juste pour vous montrer que voilà, ça pouvait être fluctuant. Alors, il y a des termes que je vais expliciter, et puis je vais faire un peu le tour de la marguerite, ce qui va me donner des points d'entrée pour la suite, à savoir l'engagement du lecteur-joueur. Donc, comme c'est une œuvre littéraire, il y a un engagement qui est le même que quand on va s'engager dans un roman. Je vais m'y intéresser, je vais rentrer dedans. Alors, il y a Jean Clément qui a beaucoup étudié la littérature numérique, qui fait une différence entre l'hypertexte de fiction littéraire, entre guillemets, qui va être une tentative pour désorienter le lecteur en déconstruisant la narration. Alors, il fait un parallèle avec le nouveau roman. C'est-à-dire qu'on va profiter de la possibilité offerte par l'informatique pour éclater et puis sortir de la narration classique. Alors qu'à l'inverse, le livre-jeu, c'est très propien au campbellien, selon les références que l'on a, c'est-à-dire que voilà, on découpe en épisodes, c'est beaucoup destiné aux enfants à l'origine, donc il ne faut pas qu'ils soient perdus. Il y a un début, des détours, des embranchements, des événements, une ou plusieurs fins. Et donc pour la définition du livre-jeu, alors c'est pas publié, hein, c'est une discussion que j'ai eue avec lui. Lui dit, pour lui, c'est une narration multilinéaire et aléatoire de type aventure, impliquant des choix stratégiques de la part du lecteur. Alors, cette définition, elle est bien, mais moi, il me manque un côté ludique quand même. Et donc là, je suis allé voir Greg Koskikian, puisque là, on parle d'engagement et de résistance, hein, c'est celui qui a fait Price of Freedom, quand même. Il fallait le mentionner. Donc lui, il parle de marqueur de jeu. Un marqueur de jeu, c'est une entité qu'on manipule directement et au travers de laquelle on effectue les actions dans le jeu. Donc évidemment, ici, c'est le personnage. Et il nous dit, si vous n'avez pas de marqueur de jeu, vous terminez avec un système qui fonctionne sans beaucoup d'implication de la part du joueur. Donc implication, ça tombe bien, engagement. Donc, alors j'ai abrégé la définition en bleu, aventure, narration par fragment et marqueur. Bon, c'est un peu... Pas très français, mais ça prend moins de place sur le transparent. Et je vous ai mis un certain nombre de dénominations, de différentes dénominations des livres-jeux. Bon, c'est pas très intéressant en soi, mais selon la couverture, on va trouver différentes choses. Donc on va trouver des notions d'interaction, beaucoup de héros, aventures, des choses comme ça. Donc l'immersion dans une œuvre littéraire, bon ça je pense que ça a été abondamment traité, donc je suis allé juste piocher quelques éléments. Hein, donc alors par exemple, on va avoir des dialogues qui introduisent une instantanéité et qui brouillent un peu la frontière entre la fiction et le réel. Ça, on trouve assez rarement des dialogues dans les livres-jeux. Donc on va tenter une immersion spatiale et temporaire, c'est-à-dire l'œuvre va évoquer un monde, une époque. Maintenant, on parle beaucoup d'univers persistant. Bon, bah voilà, on va essayer d'avoir un univers qui, avant qu'on ouvre le livre, on a l'impression qu'il existait déjà. Une fois qu'on l'a fermé, il va continuer à vivre. Ce qui peut perdurer par ce qui peut être introduit par la notion de sérialité. Les défis fantastiques, au début, c'est pas évident, mais on s'aperçoit au bout d'un moment qu'ils font tous partie du même monde. Loup solitaire, c'est encore plus évident. Éventuellement une transmédialité, mais ça,
pour les livres-jeux, c'est assez rare. Il y a eu des tentatives de films qui n'ont jamais vu le jour, hein, alors que Donjons et Dragons, il y a quand même pour l'instant 3 films magnifiques, plus une série animée dont tout le monde se souvient, plus des romans. Alors, il y a des romans aussi issus des univers de livres-jeux. Hein. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que il y a des transpositions en jeux vidéo ou en jeux sur tablette. Alors, dans le cas des jeux de rôle, on a repris l'univers et on a créé un peu on n'a pas repris des scénarios, quoi. On n'a pas pris un scénario de donjon, on ne l'a pas transposé en jeu vidéo. Alors que pour les livres-jeux, les transpositions, ça a été vraiment, je reprends le livre-jeu et je le transpose en l'augmentant, en l'améliorant, enfin en apportant des choses. Alors souvent dans la littérature, on cherche à avoir une immersion émotive, donc faire réagir le lecteur aux événements, une identification au personnage, la notion d'hypotypos, c'est-à-dire une description que tellement elle est bien que j'y crois, je crois vivre moi-même la scène. Alors, je suis allé piquer un peu à Coralie puisqu'elle avait fait une conférence à la fois sur les jeux de rôle et la littérature jeunesse. Et en fait, je me suis aperçu que ça collait pas tellement avec les livres-jeux tels qu'on les connaît. Par exemple, dans Harry Potter, Naruto, etc., on va prendre un contexte proche des enfants. Là, pas trop, hein, c'est le héros solitaire, plutôt adulte. Enfin, il y a bien Loup solitaire qui commence, il a à peu près 14 ans, il est à l'école, mais ça commence, le monastère se fait attaquer, il y a tous ses copains et ses profs qui meurent, donc voilà. Mimétisation des produits dérivés, c'est pareil, ça on trouve pas trop dans les livres-jeux, enfin, et pas du tout même, enfin je crois pas. Ah si, pardon, il y a la cape de Loup solitaire, et puis on peut acheter des pièces aussi qui ressemblent aux couronnes, donc qui sont utilisées qu'on voit parfois représentées dans le livre-jeu, donc c'est partiellement vrai, mais c'est vraiment anecdotique. Et alors la ludicisation de l'univers conçu comme un système de briques agençables, ça c'est un peu plus vrai. Alors parfois il y a le héros qui peut être plus ou moins modulable. Bon, mais, en gros ça marche pas très bien. Et puis il y a quelque chose qui est quand même notre père à tous, je pense, en termes de fantasy, c'est Samuel Taylor Coleridge, hein, avec la foi poétique. Donc le but étant de puiser au fond de notre nature intime une humanité aussi bien qu'une vraisemblance que nous transférerions à ces créatures de l'imagination. Ce qu'il appelle aussi la suspension délibérée et ponctuelle de l'incrédulité. C'est-à-dire que voilà, on va décrire des choses qui vont être fantastiques, qui n'existent pas, mais on va quand même essayer de s'appuyer sur notre réalité à nous, pour qu'on y croie. Mais pour ça, il faut que volontairement, délibérément, la personne accepte ça. Alors, quand j'ai demandé à différents lecteurs-joueurs, à différents auteurs comment ils ressentaient les choses, ou ce qui leur permettait de rentrer dans le livre-jeu, ou comment ils essayaient de créer ça, il y a d'abord le style qui est venu. Donc, alors, bien sûr, ça dépend du public, de l'ambiance qu'on veut créer. Donc, il y en a un qui dit bon, faut des paragraphes d'une certaine longueur avec un côté littéraire minimal. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, je pense? C'est-à-dire que c'est bien écrit, en fait. Alors, il y en a un autre qui dit il faut des phrases courtes. Au présent, clair, factuel, pour attirer l'attention, hein, parce qu'on est la génération Twitter. Donc ça, c'est quelqu'un qui, de manière professionnelle, il a envie crée des fictions interactives sur smartphone. Donc lui, c'est sa manière d'aborder les choses. Alors il y a un auteur, je crois que c'est Pierre Rosenthal, qui disait qu'il faut être le plus simple et le plus neutre possible. Mais dans le cas d'une œuvre, de quelque chose d'historique, on va avoir un vocabulaire, par exemple, dans le cas de Perceval, essayer d'avoir un vocabulaire qui fait médiévalisant. Et il y en a un qui dit, de temps en temps, quand même, il ne faut pas faire que décrire ce qui se passe, il faut aussi décrire ce que ressent le personnage du livre-jeu. Une notion de rythme et d'ambiance, donc c'est de l'aventure, il faut des rebondissements. Hein. Par rapport aux romans, on peut avoir des romans qui sont complètement différents, là, faut vivre des choses. Une notion de piège et de fin malheureuse. Alors ça c'est intéressant, c'est Jean-Luc Bizien qui disait ça à propos des 50 surprises qui sont des bandes dessinées. Je ne veux pas qu'on parle de bandes dessinées parce que c'est pas des petites cases, c'est vraiment un livre-jeu transposé graphiquement. Mais voilà, donc c'est pour des enfants, des jeunes enfants qui ne savent pas encore lire ou qui débutent la lecture. Et voilà, faut se faire peur, mais il ne faut jamais cauchemarder. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait vraiment des échecs. Il faut qu'il y ait une possibilité d'échec. Alors il y a un auteur qui disait j'essaye de faire des scènes avec différentes couleurs, d'émotions, d'impressions, donc voilà, prendre en compte la durée des chapitres.
Alors il y en a un assez intéressant, il parlait du hors-champ, c'est-à-dire qu'il fallait créer de l'inconnu, de l'incertitude, puisque en tant qu'humain, on ne sait pas ce qui se passe en dehors de notre champ visuel. Donc il fallait que ça se ressente aussi. Et par exemple, il avait fait une BD dont vous êtes le héros, de type horrifique. Et donc là, il y avait ils utilisaient un découpage du temps précis, voilà, parce que pour lui, ça générait une sensation d'urgence et d'angoisse. Donc voilà, changement de perspective, rupture de rythme. Donc c'est pas des choses très originales, hein, c'est qu'on retrouve dans d'autres domaines. Mais... Alors, le problème de la métafiction. Donc là, c'est un autre média, une autre pratique métafictionnelle, ce jeu de rôle. Donc là, j'ai mis à l'interface entre le livre-jeu et le jeu de rôle, il y a bien sûr les scénarios solo. Donc il y en avait un certain nombre, c'est un peu moins courant maintenant. Alors, ce qui est important dans la métafiction, c'est, enfin, on est un acteur, donc on a un marqueur. Donc le narrateur va être lié au héros. C'est-à-dire que contrairement à un roman où on peut avoir des changements, on peut suivre différents personnages, là on va toujours suivre le même personnage, et il faut des choix qui influent sur le déroulement de l'aventure, bien évidemment. Donc dans un roman, pour s'identifier au personnage, on va essayer d'avoir une connaissance intime et intérieure pour créer un attachement. Dans le livre-jeu, si c'est nous le héros, est-ce qu'on va se laisser dicter ce qu'on va ressentir? C'est pas si évident que ça. Donc on retrouve la notion d'incertitude et de hors-champ. Est-ce qu'il faut un personnage neutre qui n'a pas de pensée et qui ne dialogue pas, avec éventuellement le problème du genre, hein. Par exemple, je suis une femme, le héros c'est un homme, ou vice-versa, enfin bref, voilà. Je suis grand, le héros est petit, bon. Donc est-ce qu'il faut un personnage typé, au contraire, qui va être marqué, avec une personnalité, alors ça c'est un terme qui était utilisé sur un forum, mais granitique, c'est-à-dire je bouge pas, je suis comme ça, ou alors au contraire, est-ce que ma personnalité peut évoluer, et est-ce qu'il faut un positionnement moral, est-ce qu'il faut forcer le lecteur-joueur dans un positionnement moral, ou est-ce qu'au contraire, il faut le laisser tranquille avec ça? Donc ça, bien sûr, il n'y a pas de réponse universelle. Et le héros n'est pas le même pour tous, y compris quand on lit le même livre. À la fois parce qu'on ne va pas avoir la même lecture, on ne va pas sur le même cheminement, mais bon, enfin déjà quand on lit un roman, on ne lit pas tous la même chose, là c'est encore plus vrai. Donc le problème entre le personnage neutre ou le personnage typé, donc le risque c'est dans un cas il peut être trop fade et dans l'autre cas ça peut déplaire. Et au fond, est-ce que se dire c'est moi, voilà, donc vous êtes le héros, c'est votre aventure, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est secondaire? Est-ce qu'on suit quelqu'un de l'extérieur ou est-ce qu'on essaie de se mettre dans sa peau? En général, je vois un personnage bien défini, ça ne pose pas de problème s'il est intéressant d'un point de vue de sa personnalité, de son éthique, et surtout s'il évolue de manière cohérente. Et voilà, et s'il doit assumer des choix, il pas uniquement à court terme. C'est-à-dire, je fais un choix et ce choix est sanctionné par une réussite, un échec, une perte, un gain, etc. Mais est-ce que ce choix va se répercuter plus loin? Donc là, je repique le terme d'existentialisme qui avait été utilisé par Frédéric Ferraud, j'espère que je ne l'utilise pas à contresens, qui est dans le fait que le personnage, quelque part, est construit par ses actes et non pas par des choses a priori. Donc est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre dans un livre-jeu? Donc on peut faire ça de manière narrative, alors, en utilisant le terme roleplay par rapport au jeu de rôle, même si le terme est mal défini. Ce qui peut poser le problème d'une multiplication des paragraphes. Hein. S'il faut prévoir différents cas, à chaque fois, ça fait grossir le livre. On peut utiliser des notions de code, c'est-à-dire quand je fais un choix, j'inscris un code sur la feuille, et puis ce code donc, va faire changer, va me faire lire d'autres paragraphes plus loin. Ou alors tout simplement, on a des situations ouvertes, c'est-à-dire que bon, si je suis un héros, que j'ai une mission à remplir, voilà, j'ai un but. Si au contraire, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la survie, est-ce que je rencontre quelqu'un, est-ce que je vais m'attacher à lui, ou est-ce que je vais lui marcher dessus pour pouvoir aller plus loin? Voilà, voilà. Donc là, on peut vraiment avoir un positionnement moral personnel sans forcer le lecteur-joueur. Et puis, cette notion de choix, ça peut aussi s'introduire par la mécanique de règle essentiellement de jauge, c'est-à-dire qu'en fonction de mon comportement, je vais avoir une jauge qui va monter, qui va descendre. Alors, il y avait un livre-jeu qui était assez intéressant sur ce point-là, c'est Défi et sortilèges, où on choisissait une manière de réagir à une situation agressive, amicale, etc. Et puis on cochait, et puis en fonction du nombre de cases qu'on avait cochés, on avait accès à des nouveaux sorts. Donc on pouvait avoir une stratégie, voilà, si je veux avoir ce sort-là, il faut que je me comporte de manière agressive. Ou au contraire, on pouvait se laisser aller et puis voir comment évoluer notre personnage en fonction de ça. Ce qui permet de ne pas avoir à multiplier les paragraphes.
Et donc on tombe sur la notion de contrat de lecture, c'est-à-dire ce que le lecteur-joueur va adhérer à ça ou pas. Donc quelque chose qui semble apprécié par beaucoup de lecteurs-joueurs, c'est d'avoir un personnage personnalisable, c'est-à-dire pour lequel je peux choisir des choses au départ. Alors soit je choisis sa profession, soit je choisis des pouvoirs. Ce qui en fait, ça peut être une invitation à rejouer, c'est-à-dire qu'au début, il y a un personnage qui me plaît bien, je vais prendre celui-là. Et puis je me plante, et je m'aperçois qu'au cours du livre, le bouquin a quand même été optimisé pour un certain type de personnage. Donc du coup, je vais changer ma stratégie, je vais prendre ce personnage-là parce que je vais arriver au bout du bouquin à la loyale. Et puis une fois que j'ai terminé le livre, je vais réessayer avec d'autres personnages, puisque à partir du moment où il n'y a pas d'erreur de conception, c'est-à-dire où l'auteur a bien fait son travail, il y a des moyens de revivre l'aventure, mais de manière différente, en contournant les difficultés quand je joue avec d'autres personnages. Donc Mathieu Freiheit, dans sa conférence en 2014, indiquait que le lecteur-joueur avait une utilité fictionnelle, hein, c'est ce que je disais, c'est que on construit la narration à partir des briques qu'on nous donne. Donc ce qui est une manière d'impliquer le lecteur-joueur dans le jeu et la lecture. S'en fait en quelque sorte un auteur secondaire dans le sens de Jessica Hammer, hein, primaire, secondaire, tertiaire, ce qui est utilisé pour le jeu de rôle. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas écrit le livre, mais on écrit quand même au final la fiction telle qu'on va s'en souvenir. Voilà. Donc faire des choix implique activement. Donc un petit jeu de mots, hein, le jeu, voilà. Donc dans le jeu, alors on va aussi, le jeu c'est aussi quelque chose dans lequel on va s'impliquer, donc en jeu de société. Donc là j'ai représenté un certain nombre de jeux de société qui reprennent des mécanismes explicites des livres dont vous êtes le héros. Hein, des jeux anciens comme Sherlock Holmes, Détective Conseil, qui a été réédité mais qui date de 81, et puis des jeux plus récents comme Watson et Holmes de 2017. Donc avec soit des livrets à feuilleter, avec des paragraphes à lire en fonction des choix qu'on fait, soit des cartes. Je choisis d'aller, donc par exemple j'ai des cartes qui représentent des lieux, je choisis d'aller à tel lieu, je retourne la carte, je lis ce qu'il y a dessus. Il y a des jeux informatiques scénarisés, donc il y a notamment Olivier Caïra qui avait fait un papier là-dessus. Alors là, j'ai isolé ceux qui étaient vraiment textuels plus. Hein. Donc Zork, des choses comme ça. Alors, Greg Costiquian, alors il y a une notion d'interaction qui est un peu floue. Il dit ne parlons plus d'interaction, nous parlons de prise de décision. Hein, ce qui est vraiment important, donc on l'a vu pour s'impliquer, c'est la prise de décision. Ça donne une sensation de maîtrise du destin du héros. Donc il faut des choix fréquents et ayant un réel impact sur le récit. Pas simplement des choix au hasard. Quoique le hasard, parfois, le fait d'avoir des choix sans savoir ce qui va aller derrière, ça introduit l'inconnu, un certain frisson. Donc il ne faut pas non plus l'exclure complètement. À partir du moment, alors si on vous dit porte de gauche, porte de droite, porte de gauche, t'es mort, et qu'il n'y a pas d'indice, ce qui arrive parfois, souvent, non, c'est pas très intéressant. Hein, mais, donc pour Costiquian, qu'est-ce qui va faire qu'un choix va être intéressant? C'est que c'est cohérent avec ce que devrait faire le héros si on se place à sa place comme si c'était un personnage réel. Il faut qu'il y ait des contraintes, éventuellement des ressources à engager, à dépenser, à acquérir. Il faut un objectif pour donner du sens et éventuellement fournir des informations permettant le choix. Sachant que parfois l'information c'est la fois d'avant j'ai fait ce choix là, il n'était pas bon, je recommence. Mais bon. Contrairement à la plupart du temps au jeu de rôle, je ne rejoue pas les parties, ça peut se faire, hein, ça se fait, mais c'est pas le cas général. Là au contraire, un livre-jeu c'est fait pour être joué plusieurs fois. Et il y a même les fans dans les années 80 anglais qui réclamaient avoir des jeux difficiles pour que ça leur résiste. Quoi. Quand on met 6 € dans un livre, on veut passer quelques heures dessus et pas simplement un quart d'heure. Donc voilà, il faut que l'aventure soit suffisamment ouverte pour que le lecteur ait son mot à dire. Donc voilà, après il y a des jeux dans le jeu. Hein, donc il peut y avoir des énigmes, il peut y avoir des jeux de hasard quand on fait un combat, des choses comme ça. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une incertitude. C'est-à-dire que quand je décide quelque chose ou quand je tire un jet de dés, je ne vais pas voir le résultat tout de suite, ça va venir plus tard. Donc ça aussi c'est quelque chose qui implique le lecteur-joueur dans le jeu. Alors, la triche, un mal nécessaire. Alors la plupart des défis fantastiques, il n'y a pas que, hein, mais il y a de nombreux livres-jeux qui sont impossibles à terminer si on suit les règles. Alors, soit elles sont mal conçues, soit elles sont mal utilisées, soit elles nuisent à l'immersion.
Et donc, voilà, donc alors soit on fait des choix, mais on garde le doigt, hein, comme si on met un post-it, on revient en arrière, ou alors... bon, des choses comme ça, ou alors on triche au dé, hein, quand on en a marre un peu quand il y a trop de combats, on en a marre, on passe à la suite. Donc la triche, c'est à la fois de la métafiction, puisque voilà, on dit, bon bah voilà, je vais décider moi-même de la suite, je vais pas me laisser guider. C'est en même temps du méta-jeu, parce qu'on sort du jeu, on se met au-dessus, puis on considère le jeu de manière extérieure. Mais quelque part, c'est aussi une preuve de l'attachement à l'œuvre, puisqu'on pourrait très bien dire, bon ben voilà, j'en ai marre, je mets le bouquin de côté. Non, on décide de s'y attacher quand même, et on va l'explorer un peu à la manière d'un arpenteur. Et donc il y a quelques livres-jeux qui ont mis des mécanismes anti-triche. Donc typiquement, on découvre un objet, on vous dit, si vous êtes dans telle situation, rajoutez 20 au paragraphe. Donc voilà, si on n'a pas l'objet, on ne pourra pas trouver le paragraphe qui va bien. Ou alors des paragraphes fonctions, par exemple, on fait un mauvais choix, on se retrouve face à un ennemi imbattable, mais on va quand même faire semblant, on va quand même faire jouer le combat, et puis si on gagne, le paragraphe vous dit, mais non, vous avez triché. Alors, c'est un genre qui est proche du casse-tête. Donc là, j'ai mis quelques livres. Alors, c'est pas vraiment un casse-tête, mais c'est un objet qu'on va manipuler un peu... pas uniquement le lire, mais aussi à le manipuler de manière vraiment un peu sans règle. Donc voilà, il y a un certain nombre d'auteurs qui disent un livre-jeu, c'est une énigme à résoudre. Il y a même une collection qui s'appelle Escape Book, qui est assez récente. Hein, voilà, donc il faut une trame tortueuse qui doit résister aux joueurs. Alors, je vous ai dit que le livre-jeu, ça mettait le lecteur-joueur sur un rail de chemin de fer. Donc sur un rail de chemin de fer, on peut le représenter graphiquement. Alors pas toujours, hein, parfois c'est une carte. On a une carte et puis selon les lieux, on va à tel paragraphe. Mais sinon, on peut représenter la succession de paragraphes. Donc on a deux situations principales. C'est soit la divergence, c'est-à-dire qu'à partir de A, je vais verber ou verser, mais ce sont des choix qui sont exclusifs. C'est-à-dire c'est des embranchements qui sont très différents. Et là, on a un graphe en mathématiques, ce qu'on appelle un arbre. Et soit c'est convergent, c'est-à-dire qu'au final, on va quand même revenir à une situation commune, mais en étant venu par un chemin différent. Donc, typiquement, dans les Choose Your Own Adventure ou le Challenge des étoiles, c'est que du divergent. Donc, en fait, est-ce qu'on a vraiment un livre-jeu ou est-ce que c'est pas une série de nouvelles qui sont assez courtes? Parce que là, vous voyez, avec 31 paragraphes, à chaque lecture, je vais lire que 4 paragraphes sur 31. Donc, c'est assez court. On peut pas créer une carte. C'est pas un endroit dans lequel on se balade. En fait, c'est des univers alternatifs, parallèles. Il n'y a pas vraiment d'intérêt ludique, il n'y a pas un bon chemin à trouver en général, on essaye différentes fins. Voilà, puis il n'y a plus vraiment de libre arbitre, on suit la volonté de l'auteur qui va nous diriger vers tel ou tel embranchement, donc nous on va choisir, mais au bout du compte on aura lu, à chaque lecture on aura lu une nouvelle, on n'aura pas vraiment participé à un jeu. A l'inverse, dans une œuvre convergente, donc notamment Paul Mason qui a un petit peu théorisé ça, alors, je ne sais pas si c'est le même nom par les Vivien, il peut y avoir plusieurs Paul Mason, mais... Donc là, une aventure, on a un but, une mission, donc il y a une grande fin en général, il peut y avoir plusieurs fins, des fins alternatives, on peut mourir, mais on va essayer d'atteindre le paragraphe 400, qui est le seul vrai. Et puis, bon, bah voilà, quand on va refermer le livre, qu'on va le rouvrir, on va retrouver le même monde, on va avoir différentes manières d'aller au même objectif, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de... L'univers vit de manière indépendante de notre lecture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un paragraphe va prendre son sens en fonction du chemin parcouru. C'est-à-dire que quand je lis un paragraphe, je ne vais pas forcément comprendre la même chose selon le chemin que j'empruntais avant, selon les chemins qui convergent vers ce paragraphe. Vite fait, parce que je pense qu'on est déjà en retard sur l'engagement de la communauté. Donc, a priori, alors, il y a 11 millions et demi d'exemplaires pour le premier loup solitaire vendu dans le monde. Quand Gallimard réédite 35 ans après Le Sorcier de la Montagne de Feu, il ne passe pas par une campagne de financement participatif pour tirer 1000 exemplaires. Il sort le bouquin cash, on le paye 6 € et malgré ça, ils font leur marge dessus. Il y a des gros éditeurs, des petits aussi, donc ça veut dire que vraiment, au niveau communauté de lecteurs-joueurs, voilà. Je pense qu'on peut parler véritablement de millions de personnes, ce qui n'a absolument rien à voir a priori avec le jeu de rôle. Je ne connais pas les chiffres pour le jeu de rôle, mais je pense qu'on est un peu quand même un ordre de grandeur au-dessus. Alors par contre, la communauté de personnes passionnées, enfin celle que je connais, donc qui gravite autour de
des 2 forums internet que je connais est assez restreinte et beaucoup moins active que ce que je peux voir sur les forums de jeux de rôle. Là, a priori, on devrait être 3. J'en ai vu un. Si le deuxième veut se manifester, qu'on aille se boire un pot après, volontiers. Alors, voilà. Il y a des grosses licences. Hein, du Star Wars, du Beast Quest, Chair de Poule, Cluedo, comment ça s'appelle, Fort Boyard, enfin des trucs comme ça. Mais il y a assez peu de sorties en nombre. C'est beaucoup moins dynamique que jeu de rôle, a priori. Par contre, il y a une réelle créativité amateur et des auteurs amateurs qui n'hésitent pas à bousculer les codes du genre et à vraiment... voilà, les livres dont vous êtes le héros, c'est un peu calibré adolescent, il ne faut pas trop les brusquer, il faut de l'aventure et tout. Voilà. Et après, il y en a dans les aventures amateurs, on va avoir des choses qui vont être beaucoup plus adultes, ou avec vraiment des innovations. Bon, il y a, sur les 13 années du site Littéraction, il y a 230 aventures dont vous êtes le héros qui ont été publiées. Donc, voilà, en termes de dynamisme, ça donne une certaine échelle. Et donc là, sur les forums, il y a quand même, la plupart des gens sont orientés sur la critique des œuvres qu'ils ont lues et jouées et sur la collection. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de théorie comme on peut avoir dans le jeu de rôle, il n'y a pas d'échange de pratiques. Enfin si, les auteurs vont s'échanger des trucs, mais voilà, c'est pas la partie la plus dynamique. Donc c'est une communauté en fait qui est assez dissociée du jeu de rôle. Ça c'est quelque chose qui m'a étonné, je m'y attendais pas. Pour moi, les deux au début dans la tête c'était assez lié. Et en fait, donc, dans les forums de jeux de rôle, on parle très peu de livres-jeux, ou à l'occasion donc, de la mort de Joe Diver ou de la sortie de Stellar Adventure hier, là, on s'aperçoit que quasiment tous les joueurs de jeux de rôle ont fait des livres-jeux, mais ça ne les passionne pas plus que ça. Et à l'inverse, dans les livres-jeux, il y a des rôlistes, mais pas tant que ça. Donc en fait, c'est assez séparé. Donc je voulais remercier toutes les personnes grâce à qui j'ai pu faire ça. J'en ai oublié un, c'est In Bad Dreams. Et puis voilà, une liste de références si vous voulez. Et merci. Merci beaucoup, Christophe. Alors, une question ou deux rapide. On a 20 minutes de retard sur le planning, donc si on ne va pas finir trop tard. Question? Non? Ah, zut. Je passe le micro. Bonjour, il y a un éditeur associatif de jeux de rôle qui fait aussi des livres dont vous êtes le héros, donc c'est le Grimoire. Et oui. Il y a plusieurs volumes qui sont consacrés au jeu de rôle Loup Solitaire. Tout à fait, oui. Tu es allé regarder ça un peu? Oui, je les ai. À l'intérieur de ces volumes, il y a des aventures dont on est le héros. Voilà, notamment dans Héros de Magnamund, c'est ça, c'est ouais, comme là. Hein. Donc, il y a une espèce d'effet d'enchâssement ou une espèce de renvoi au dispositif dont on est le héros à l'intérieur. Et certains ne les achètent, de ce que je crois savoir, certains ne les achètent que pour les aventures dont on est le héros à l'intérieur du livre de jeu de rôle. Ouais. Oui, il y a aussi un effet collection. Hein. Parce qu'il y a aussi, par exemple, les défis fantastiques, le jeu de rôle qui sont édités par Scriptarium, par exemple, où il y a des gens qui vont acheter le bestiaire parce que voilà, ça fait aussi partie de l'univers du monde. Bon, c'est pareil quoi, pour Loup Solitaire, donc la version des 20 systèmes. Il y a 2 autres jeux qui sont sortis par la suite sur le même thème, mais voilà, où effectivement on a aussi un atlas du monde, un historique, effectivement. Alors par rapport au jeu de rôle, justement, j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que en fait, le livre-jeu, les scénarios solos sont aussi utilisés souvent à titre donné en exemple dans les jeux de rôle. C'est un point d'entrée. Enfin, je pense que les auteurs de jeux de rôle considèrent que c'est un point d'entrée. Il y a un certain nombre de points communs. Il y a le fait d'avoir un univers auquel on réagit, donc ça peut être une manière simple et ludique de faire entrer le joueur de jeu de rôle ou la joueuse dans cet univers. Ça permet d'introduire un certain nombre de règles, jet de dés, etc. Et puis ça introduit aussi cette notion de personnage qui est un marqueur, qui est un levier sur l'univers. Bien sûr, il manque l'essentiel qui est la créativité propre et le lien social. Mais, donc oui, les liens entre jeux de rôle et livres dont vous êtes le héros. Et il y a aussi quelques jeux qui utilisent ce dispositif dont on est le héros pour la création de personnages, pour la rendre plus immersive, moins sèche.
j'ai- Je veux bien des exemples, oui, si tu veux. Ouais, ben, ils me viennent pas comme ça immédiatement, mais Pardon je sais. Une des versions de Donjon. Tiens, j'ai pas comme ça les exemples en tête. Je sais que ça existe. Je l'ai fait par le passé. Tu verras. De mémoire, le jeu qui a été créé par Casus avec le système d'icônes et de, comment ça s'appelait, Simulacre. Alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Simulacre, j'en ai discuté avec Pierre Rosenthal, justement, c'était un système avec Didier Guizeric, si vous voulez créer un système qui puisse servir à la fois pour des jeux de rôle d'initiation et en même temps pour des livres dont vous êtes le héros. Bon, la partie livre dont vous êtes le héros a été abandonnée parce que, bon, bah, évolution du marché, enfin bref. Mais effectivement, à l'origine, il y avait cette... Merci, Christ. Merci.